Bonjour à tous. En 1793, pendant que la Révolution guillotinait à Paris et que la Vendée brûlait, une autre résistance s'organisait à 8000 km de la métropole dans une colonie que Paris croyait acquise. Des planteurs, leurs esclaves, des hommes de couleur libres, ensemble, contre les commissaires de la Convention, contre le tribunal révolutionnaire qu'on installait déjà sur la place principale de Fort-Royal. Ils ont tenu des mois, gagné des batailles et contraint Rochambeau lui-même, fils du héros de la guerre d'indépendance américaine, à capituler après 43 jours de siège. La Martinique n'a pas connu la terreur. Les familles sont restées sur leurs terres. L'île a traversé le 19e siècle avec une continuité sociale que la Guadeloupe voisine, dévastée par Victor Hugues, n'a jamais retrouvée. Cette histoire, l'historiographie officielle ne la raconte pas. Elle a pourtant un nom, un chef et un livre, La Vendée créole, d'Odile Delacoste-Larreymondi, et son auteur est avec nous aujourd'hui. Odile Delacoste-Larreymondi, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes martiniquaise, descendante directe de Bernard de Persins, ce planteur de casse-navires qui prendra les armes en 1793 contre les commissaires de la République et que ses compagnons surnommèrent Persins Canon. Ce livre, vous l'avez écrit depuis les Trois-Îlets, qui est, pour l'anecdote, la ville natale de Joséphine de Beauharnais, qui était elle-même cousine de votre ancêtre. C'est-à-dire à quel point cette histoire est aussi pour vous une histoire de famille. Alors, vous êtes historienne de formation et vous avez puisé dans les archives familiales autant que dans les sources de l'époque pour reconstituer une résistance que l'historiographie officielle a largement ignorée, celle des royalistes martiniquais qui ont tenu tête à la Révolution, évité la terreur et, c'est à souligner, préserver quelque chose que la Guadeloupe voisine a perdu pour toujours. Alors, parlons d'abord du titre de votre livre, La Vendée créole, qui est paru alors il y a une dizaine d'années chez nos amis de Via Romana. Alors, est-ce qu'on peut réellement faire, très rapidement, une comparaison avec la Vendée continentale ? Alors bonjour monsieur, merci de votre invitation. Je suis très contente de pouvoir remettre à l'honneur ce livre que j'ai écrit effectivement chez moi à la Martinique, aux Trois-Îlets, sur la Vendée créole. Et je suis contente de pouvoir faire revivre, parce que c'était il y a 10 ans. Et donc effectivement, alors la Vendée, et le terme de Vendée est maintenant un petit peu tombé dans le langage usuel, parce qu'il y a eu plusieurs Vendées au moment des guerres révolutionnaires, à partir de 1792-93, et après, il y a eu la Vendée militaire, évidemment, géographiquement située en Vendée, il y a eu la Vendée sancerroise, il y a eu la Vendée autour de Lyon, il y a eu plusieurs Vendées, la Vendée de la Lozère, de la Mayenne, il y a eu la Vendée briarde. Et à la Martinique, on l'a appelée après la Vendée créole. Et évidemment, la différence avec les autres Vendées, qui ont été certes extrêmement, évidemment, très brillantes, courageuses, héroïques, avec Charette, évidemment, comme chef le plus connu, avec tous les autres généraux vendéens, ils ont quand même perdu, malheureusement. Ça s'est mal fini. Tandis qu'à la Martinique, eh bien, c'est la seule. C'est une Vendée victorieuse. C'est une Vendée victorieuse. Nous, on a gagné. Alors, on avait un petit avantage sur la métropole, c'est qu'on était loin. On est loin, à 8000 km. Et le temps que la République, la Convention renvoie des hommes, une armée par bateau, il fallait tout de même 6 semaines. Donc, on a eu le temps de s'organiser. Et d'abord contre Dugommier, ensuite Rochambeau. On va en parler, oui. Il faut reconnaître qu'on a eu de l'aide aussi. On n'a pas gagné tout seul, au début si, et à la fin, pour être sûr d'avoir la paix avec la métropole, et donc la période révolutionnaire, républicaine, on s'est fait aider des Anglais. Ennemis héréditaires, évidemment, depuis de longues dates, mais on avait fait un pacte, on était sous la protection, en protectorat des Anglais, on a pu garder le drapeau blanc, on a gardé... et donc les idées révolutionnaires ne sont passées, la République est restée installée à la Martinique qu'à peine un an, entre la période où la dernière bataille du Verpré
les amis, le parti de la campagne dirigé par Bernard de Persin, mon ancêtre, a perdu. Et entre cette partie-là et où les Anglais sont arrivés pour vraiment bouter les Républicains à la mer. Hors de l'île. Alors, je sais, Philippe Pichot-Bravard et Rénal Sécher préfacent votre livre, donc on sait ce que ces noms impliquent dans le débat historiographique sur la Vendée et la Révolution. Donc j'imagine que c'était un choix délibéré. C'est-à-dire que choix délibéré, d'abord avec Rénal Sécher, qui est mon voisin en Bretagne, qu'on connaît de réputation, parce que c'est le grand spécialiste, évidemment, de toute la période révolutionnaire, de toutes les chouanneries. C'est le grand spécialiste, avec tous les livres qu'il a écrits, sur la Vendée-Vengée, sur tout ça. Alors j'ai pensé d'ailleurs à lui en premier. Il m'a encouragé d'ailleurs. Et puis après, le hasard a fait que j'ai rencontré Philippe Pichot-Bravard à une conférence à laquelle il assistait en Bretagne. Évidemment, c'est un monsieur extrêmement séduisant intellectuellement, et il a écrit également spécialiste de la Révolution. Je lui ai demandé de me préfacer et il m'a répondu, mais vraiment très gentiment, vous serez ma première préface. Alors, c'était donc il y a 10 ans. D'accord. Et donc j'ai accepté volontiers avec mes 2 préfaces. J'étais couverte, le livre se lançait bien et démarrait bien. Alors justement, je voulais qu'on parle un peu de la Martinique, et je vais reprendre un extrait de la préface de Rénal Sécher. Il écrit en 1789 « La Martinique se caractérise donc par une très grande fidélité à la couronne, un nationalisme profond, un peuplement multiculturel, avec d'un côté des propriétaires plus ou moins riches, les béquets, les esclaves, fidèles à leur maître, tous animés d'une même énergie afin de défendre leur identité et leur production. » Alors, en 1789, la Martinique, ce n'est pas la France métropolitaine, c'est aussi, il faut bien le dire, une société esclavagiste qui est hiérarchisée différemment avec ses propres institutions. Alors, dans quelle mesure les catégories politiques, métropolitaines, aristocratiques contre patriotes, ancien régime contre révolution, s'expliquent vraiment en Martinique? Alors, à la Martinique, il faut un petit peu resituer l'histoire. La Martinique, tout le monde sait que ça a été découvert par Christophe Colomb en 1493, le 11 novembre, jour de la Saint-Martin. C'est pour ça, dit-on, qu'elle s'appelle la Martinique, mais il y a aussi d'autres explications. Les peuplades qui étaient sur place étaient les Caraïbes et les Arawaks, successivement. Et il l'appelait Madinina déjà, donc est-ce que Martinique vient de Saint-Martin ou de Madinina? Bon, les historiens trancheront. Puis après, le cardinal de Richelieu a voulu faire une compagnie des îles d'Amérique. Il a envoyé des premiers colons avec Pierre Belin des Nambucques et son neveu du Parquet qui a racheté la compagnie des îles d'Amérique. Il était donc propriétaire tout seul, et puis après Louis XIV quand même s'est dit je vais quand même faire la compagnie des Indes occidentales, et pour récupérer à la couronne, ce qui fut fait. Et donc en 1635, la Martinique était donc à la compagnie des Indes. Alors se sont installés, alors il y avait déjà des Caraïbes, et il y avait quand même des Caraïbes, c'était une peuplade indienne d'origine un peu comme les Incas, et voilà, il y avait des Caraïbes. Alors il y a eu des batailles, il y a eu des échauffourées quelquefois, oui, on s'est un peu assassiné d'un côté et de l'autre. Du Parquet, Belin des Nambucques est arrivé avec 100 hommes qui se sont installés. Et puis alors après, à partir de 1635, il y a eu toute la colonie de Saint-Christophe. Et un peu de la Louisiane, Saint-Christophe est devenu... parce que les îles Caraïbes, c'est un chapelet d'îles dont la perle du milieu est la Martinique. Et donc ça s'est battu et rebattu entre les Anglais, les Espagnols et les Français. À ce moment-là, Saint-Christophe, les Anglais la reprennent, d'où maintenant s'appelle Saint-Kitts. Et donc, paf, tous les Français d'origine européenne sont venus à la Martinique. Et puis après... en métropole, vous savez, les cadets de famille, dans les familles un peu aristocratiques et même de la grande bourgeoisie, l'aîné héritait en général des terres, du nom, du titre et tout, et puis le second, soit il se faisait prêtre, soit il était dans l'armée, et puis les miens, comme beaucoup, ils se sont dit, on va partir aux colonies. Et il était dans l'armée, puisqu'il est parti comme capitaine de milice. Bernard Melchior de Persin, le grand-père de mon héros de la guerre de Vendée, de Créole. Et donc, alors à partir de là, effectivement, l'économie du moment
était une économie avec le trafic des esclaves, c'est sûr, c'est sûr. Les esclaves partaient des îles de Gorée au large de l'Afrique. D'ailleurs, les bateaux français restaient au large. Hein. Oui, bien sûr. Aucun Européen ne débarquait. Et c'était évidemment les Africains qui venaient vendre leurs marchandises, malheureusement. Mais c'était comme ça. Et donc après, ça a fait le commerce triangulaire que tout le monde connaît. Mais à la différence, et c'est là qu'il faut bien insister, c'est qu'à la différence des colonisations anglaises qui nous entouraient, la Martinique est entourée de la Dominique, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, tout ça était anglais et restait anglais. Après des petites batailles, quelquefois françaises, mais moins longtemps. À la différence de la colonisation anglaise, qui était donc protestante, puritaine, qui ne se mélangeait pas, et qui était beaucoup plus dure, comme aux États-Unis, que chez les Français, ou même les Espagnols. Ça, ce sont des Latins. Oui, alors ça se mélange. Ça se mélange un peu plus. Il faut pas se leurrer. Tous nos grands-pères ont fauté dans les champs de Cannes. Donc, c'est une population qui s'est mélangée très vite. Et la religion catholique a fait que, et le Code noir qui régulait la façon dont étaient traités les esclaves noirs, d'abord, ils pouvaient acquérir leur liberté très vite, on leur donnait souvent leur liberté, et les chrétiens, avec les catholiques et les pères dominicains et les jésuites qui sont arrivés à ce moment-là à la Martinique, interdisaient les mauvais traitements. Il faut bien voir ça, et c'était pas aussi dur que dans les colonies anglaises. Ceci dit, c'était de l'esclavage, hein, ils appartenaient à leur maître. Mais vous allez maintenant à la Martinique, vous allez voir la population totalement bigarrée et avec cette espèce d'intimité, comment dire, que les métropolitains comprennent difficilement parce qu'ils sont tous cousins. On est tous cousins. On a des branches qui se sont colorées un peu et d'autres qui sont restées blanches. Et vous n'avez presque plus de noir pur, vraiment, à la Martinique. Tout le monde est mélangé. Donc tout le monde descend à la fois d'esclaves, mais à la fois ils savent tous de quel maître, entre guillemets, propriétaire ils descendent. Alors, donc c'est pour ça qu'il y a cette complicité. Au-delà de cette complicité, au niveau des institutions, est-ce qu'il y a des institutions particulières en Martinique? C'est un gouverneur, il y a une assemblée, alors, comment ça se passe? Oui, il y a le Conseil souverain de la Martinique. Alors le Conseil souverain était sous les ordres du gouverneur. Le gouverneur c'était M. de Damas, après ça a changé, les gouverneurs étaient envoyés par la métropole, et il y avait un conseil souverain, qu'on pourrait comparer à quoi? Au Parlement peut-être, en métropole. Le conseil souverain était, évidemment, à l'époque c'était comme ça, était composé des grandes familles créoles, qu'on appelle maintenant des béquets. Et je crois même, c'était un petit peu comme les parlements d'autrefois, sous la monarchie, oui, c'était ça. C'est sous la monarchie, donc il fallait faire ses preuves de noblesse pour être au Conseil souverain de la Martinique. Et Bernard de Persin était évidemment au Conseil souverain de la Martinique, comme beaucoup. Voilà, alors c'est ça qui régissait. D'accord. Et alors, je vais parler des Pierrotins, parce que c'était les Pierrotins qui sont les habitants de Saint-Pierre. Saint-Pierre, la capitale. Ils furent les moteurs locaux de la Révolution, si on peut dire. Qui sont-ils exactement? Est-ce que l'analogie avec la bourgeoisie parisienne tient-elle? Un peu. Alors Saint-Pierre était la capitale, donc la capitale c'est des commerces, c'est les commerçants de Saint-Pierre, et donc si vous voulez, la Martinique a donc été peuplée par des cadets de famille. À partir, nous les Persans ils sont arrivés en 1715, par exemple, et au fur et à mesure, jusqu'au début du 19e, jusqu'à la Révolution, ça a été un petit peu en majorité, pas tous, parce que les Ayottes, ils descendaient d'un pirate normand. Il y avait quand même plusieurs sortes de colons, mais quelquefois ils venaient comme engagés ou comme géreurs sur une propriété, engagés libres. Puis après, donc ils devaient un peu de travail sur la propriété, puis après ils gagnaient leur liberté. C'était pas vraiment le même statut que l'esclave. Et puis à partir de la Révolution, pendant tout le 19e siècle, sont arrivés beaucoup plus
de la bourgeoisie, des bourgeois, des grandes familles. Mais déjà, à cette époque-là, il y avait effectivement des familles un peu plus bourgeoises, un peu plus modestes, et puis des familles de ce qu'on appelle là-bas des mulâtres, alors octavons, tous les degrés de Capre, tous les degrés de la couleur. Ah, il y a des degrés de couleur. Ah, il y a des degrés de couleur. Des carterons, octavons, Capre, capresse, il y a des différents degrés de couleur. Et ils tenaient évidemment... Et puis, il y avait des métropolitains qui venaient pour un moment, comme maintenant. Des fonctionnaires, Bon. Et ils étaient plutôt en ville parce que les planteurs étaient à la campagne. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont appelés le parti de la campagne. Le parti de la ville contre le parti de la campagne. Et puis, dans la ville, il y avait l'armée. Oui. Il y avait... Et donc, forcément... Ils ont épousé très vite les idées révolutionnaires parce que c'est là, le premier port, c'était Saint-Pierre. Et le port, les bateaux arrivaient de métropole à Saint-Pierre. C'est ce que j'explique au début du livre. Les premiers, en 1792-93, l'histoire de la cocarde, ce sont des marins, des bateaux qui arrivaient à Saint-Pierre et qui ont commencé à distribuer ça aux Pierrotins. Ah bon. Parce qu'évidemment, étant à 8000 km, on a toujours un train de retard, nous, sur la métropole, encore un peu maintenant. Et donc, c'est des nouveaux arrivants. Les Pierrotins étaient plus cosmopolites, forcément, puisqu'ils avaient les bateaux, ça repartait, ils faisaient du commerce. Et c'est comme ça que les idées révolutionnaires sont arrivées. Alors justement, le gouverneur de Damas de l'époque, donc c'est une figure pivot des premières années. Oui. Est-ce que c'était quelqu'un qui était à la hauteur de la situation? Ah oui. Oui, il a suivi le mouvement, il n'a pas pris la tête du mouvement, comme on le voit dans mon livre. Ce sont d'abord le parti de la campagne, Bernard de Persin, avec d'autres, ses amis, ses cousins, il y a plusieurs noms que je cite dans le livre. Et quand ils se réunissaient au Conseil souverain, évidemment, Damas était avec eux, parce que Damas a été nommé quand même par le roi. Donc il était fidèle au roi. Et puis il ne faut pas oublier que la République, c'était les débuts, le roi n'était pas encore décapité, ça viendra après, ils l'ont su d'ailleurs bien après. Les premières escarmouches, les premières petites batailles, ils ne savaient pas que le roi était... Ils vont le savoir après. Et même après la décapitation du roi, Damas a suivi. Il est resté fidèle jusqu'à ce que... jusqu'à ce que la Convention envoie, évidemment, les premiers émissaires. Comment s'est organisées les premières résistances, finalement? Parce qu'il y a eu des décrets qui sont arrivés, un gouverneur a été nommé par Paris. Ah, bien après. Bien après. Ah oui, bien après. Ils ont d'abord fait venir de la Guadeloupe, du Gommier. Ils se sont d'abord battus parce que c'est sur place que l'armée s'est un peu soulevée. Les premières escarmouches, là. Et l'épisode de Morneau-Beu, par exemple... On va reparler, justement, pour ne pas perdre nos téléspectateurs, par ordre chronologique, si vous voulez. Donc, les premières navires... C'est la caserne de Saint-Pierre qui s'est quand même soulevée à l'appel des métropolitains arrivés dans le port. Voilà, c'est ça. Donc, c'est la caserne... alors, comment... Donc, il y a une première bataille qui se déroule en septembre 90. Oui. Qui est la bataille de l'Acajou. Ah oui, alors mais ça, avant, il y avait eu quand même avant déjà des escarmouches, donc entre l'armée qui s'était soulevée, qui s'était rangée aux côtés de la République, enfin aux côtés de la Révolution, et donc une armée levée par les planteurs. Exactement. C'est comme ça que ça se passe. Avec leurs mulâtres et leurs esclaves, et fidèles, parce que pour eux, les idées révolutionnaires et républicaines, ils ne voyaient pas l'intérêt. En fait, ça les empêchait de travailler dans les champs, de faire marcher l'économie, ils bloquaient les ports, et puis alors surtout, l'armée du Gommier est arrivée, c'était un béquet de Guadeloupe du Gommier, il est arrivé avec son armée. Pour l'instant, la métropole n'a pas bougé. Ils ont envoyé la Guadeloupe qui était plus près. Bon, alors ils ont suivi. Donc ils ont fait confiance à leur Alors vous dites que vous expliquez dans votre livre que nombre d'esclaves ou d'hommes de couleur se rangent du côté des planteurs royalistes. J'allais dire c'est contre-intuitif. Alors comment l'expliquer sans tomber dans une lecture trop idéalisée des relations maîtres-esclaves? Qu'est-ce qui fait que... c'était pas idéalisé, bien sûr. Comment expliquer que ces esclaves, ces hommes de couleur ne se rangent pas du côté de la République Mais parce qu'ils voyaient pas à l'époque les bienfaits de la République. N'oublions jamais que même après
vers la fin du livre, quand la République a gagné juste pendant 8 mois, avant que les Anglais viennent à notre secours, pendant 8 mois, la République, elle n'a pas aboli l'esclavage. Au contraire, les esclaves devaient rentrer dans leurs plantations. Donc ils ont bien vu que ça ne leur rapportait rien, cette histoire. Rien. Sauf qu'au contraire, on allait mettre de l'anarchie, la pagaille dans les plantations. Ils ne voyaient pas l'intérêt. Et ils faisaient confiance à leur maître, entre guillemets, évidemment. Alors, mais il y en a qui ont pris le parti de la oui, non, République, bien sûr, hein. c'est pas... Il y en a qui étaient de l'autre côté. Mais la majorité, non. C'est pour ça qu'on a gagné au début, quand même, parce qu'ils étaient nombreux et ils ne voyaient pas l'intérêt. Personne ne leur avait dit qu'ils allaient être libres, quoi. Alors, je voudrais revenir donc à cette fameuse bataille, la bataille de l'Acajou, où Bernard de Parcin remporte là, une victoire décisive contre Dugommier. Vous expliquez que Dugommier venait de la Guadeloupe. Pourtant, Parcin, il gagne avec des moyens très inférieurs en nombre et en matériel. Qu'est-ce qui fait que militairement, il a été si efficace ? On l'a appris, on a trouvé que c'était un très bon chef. Et c'est pour ça qu'on l'a surnommé Persin Canon. C'est parce que, évidemment, ils n'avaient pas d'armes. Alors, ils ont pris des batteries. Ils ont pris la batterie Sainte-Catherine, ils ont pris les batteries et ils prenaient des armes. Mais c'est vrai qu'ils étaient sous-doté en armement. Oui, non, mais il a été très bon tactiquement. Oui. Puis je pense que sur place, il prenait les armes de ceux qui étaient là. Donc Dugommier, ce sont des batailles qui opposent combien d'hommes à peu près? C'est des toutes petites unités. Ah oui, alors là, je mets le chiffre précis dans mon livre. Je ne l'ai pas de mémoire. Là, je ne me souviens plus exactement du nombre de chaque côté. On reportera les téléspectateurs à votre... Oui, voilà. Voilà. Le nombre exact. Qu'est-ce qui se passe une fois que Dugommier a été battu? Finalement, on reste sur un statu quo. Comment ça se passe? Saint-Pierre reste acquise aux idées à la Révolution, et alors que toute la campagne... Est-ce que là, vraiment, il y a vraiment la différence entre partie de la ville, partie de la campagne? Oui, non, mais ça continue. Hein. Ça continue. Alors, il y a eu une calme. Il y a eu le calme, il y a eu la paix, on les a battus. La République française, enfin la Convention a demandé à Dugommier de rentrer dans ses foyers, à la Guadeloupe, mais là, ils nous ont envoyé des vraies troupes. Et avec Rochambeau-Fils... Donc là, on est en 93. Ah bah oui, il y a eu un temps d'accalmie, et puis la République, évidemment, ne pouvait pas laisser comme ça. Donc ils nous ont renvoyé Rochambeau-Fils. Et là, avec des armées. Il y a plusieurs bateaux qui sont arrivés dans le port. Alors, Persin habitait Cazenavire, qui est sur la côte Caraïbe, donc en dessous de Saint-Pierre, mais de chez lui, on voyait évidemment les bateaux arriver, ça se voit, des frégates, et là, il y en a eu plusieurs qui sont arrivés, je les cite, les bateaux, avec le nombre d'hommes. Et là, évidemment, Rochambeau a débarqué, ils ont changé le gouverneur également, et ils se sont dit... Alors, Rochambeau, il a eu du mal à débarquer, mais il a débarqué. Et à ce moment-là, ils ont pris Saint-Pierre. La République s'est installée à Saint-Pierre. Et c'est là qu'ils ont décidé de quitter leur foyer en disant, bon, maintenant, il faut aller se réfugier dans la campagne. On va essayer de faire un endroit un peu fortifié. C'est ce qui s'appelle le camp décidé, qui était près du Gros Morne et de Verpré, c'est-à-dire en plein centre de la Martinique, dans la végétation un peu tropicale. Dans les Mornes. Et puis c'est de là, évidemment, Rochambeau, avec ses troupes, a voulu attaquer, cerner. Il y a eu des renforts, évidemment, qui sont arrivés. La République ne s'est pas contentée de ça. Et là, effectivement, on a d'abord gagné un peu, on a les a fait reculer, et puis... Persin Canon s'est dit, avec son copain Jaham, s'est fait prendre, il était blessé, il s'est fait prendre... Oui, d'ailleurs, ils l'ont fusillé. Rochambeau le fait fusiller, alors que Persin lui propose exactement. Un échange. Oui, alors là, furieux, il a recommencé, quoi, Persin. Donc c'est quoi? C'est une exécution pour... pour l'exemple, puisque personne n'avait été décapité à la Martinique, et il y a eu quand même très, très peu de pertes côté de partie de la campagne. Et là, c'était... Monsieur de Jaham Desrivaux, qui a été fusillé à ce moment-là. Alors là, il n'était pas content. Il a recommencé
commencé un peu des sorties pour batailler un peu. Et puis à la bataille du Verpré, la dernière bataille, on a fini par perdre quand même, sous le nombre, quoi. Sous le nombre, ils étaient encerclés. Et donc là, s'est passé effectivement un épisode. Ils ont cru que tout était fini. Il y en a qui sont partis en émigration à Trinidad, surtout à Trinidad et à Tobago, assez bas, qui étaient plutôt espagnols. Et puis d'autres qui sont restés, d'autres qui sont... oui, mais enfin, il y en a quand même beaucoup qui sont partis. Et sans oublier Joséphine, qui était sous la protection de la République. Mais bon... voilà. Et puis après, il a fallu attendre quand même jusqu'en 95. Alors la République s'est installée quelques mois, plusieurs mois, effectivement. D'ailleurs, il y a une guillotine qui est installée la guillotine, oui, mais enfin, à Fort-Royal. Ils ont guillotiné que 2 personnes. Hein. Il y avait pas... ça n'a pas été comme en Guadeloupe, où ils ont guillotiné absolument tout le monde, sauf une poignée qu'on appelle les Blancs-Matignon, et qui sont restés dans les hauts fonds du moule à la Guadeloupe. Mais à la Martinique, ils ont guillotiné 2 bandits, un pirate, pas grand monde, heureusement. Mais au niveau économique, est-ce que l'économie s'est arrêtée à ce moment-là? Ben non, ils ont continué à... L'industrie sucrière continuait de fonctionner? Oui, dans les plantations, ça fonctionnait, sauf qu'il y avait quand même le blocus des Anglais. Un peu. On était toujours en guerre un peu avec les Anglais. Et on savait que les Anglais étaient autour. Alors là, il y a eu, justement, c'est ce que je décris un petit peu dans mon livre, il y a eu un pirate qui piratait un petit peu et qui a été pris. C'est très amusant d'ailleurs cette histoire. Mais... Alors, qui va faire appel aux Anglais finalement? Ah ben c'est tout le Conseil souverain. Oui. L'Assemblée coloniale? C'est l'Assemblée coloniale. Qui avait déclaré, il faut le noter, la guerre à la République. Oui. Mais il n'y a jamais eu de vocation indépendantiste, on ne s'est pas dit, on va... Non, c'était toujours quand même l'attachement à la métropole. Ah oui, non, c'était pas une idée qu'ils avaient à l'époque. Ils voulaient... C'était pas de l'indépendantisme. C'était, presque, quand même, une sécession monarchique qui voulait rester avec Dieu et le roi, parce qu'à ce moment-là, évidemment, le roi était décapité, 118, on reste fidèles. Et après, ils ont été obligés de faire appel, aux Anglais. Donc ils font appel aux Anglais. Malheureusement, dans la mort dans l'âme. Oui, Père Saint-Canon dit... Bernard et Galet de Saint-Aurin, alors ce regard amer, eux qui ont combattu les Anglais pendant des années, ils sont obligés de faire appel à eux. Parce que la République, là, quand même, ne les laissait pas tranquilles, ils ramenaient du monde. Donc là, évidemment, les Anglais, après avoir, un peu comme à Dunkerque, pendant la guerre de 40, vous voyez, un peu comme à Dunkerque, les Anglais qui ne voulaient pas faire monter sur les bateaux les marins français ou les officiers. Ça, c'était pareil. Les Anglais ont dit non, on ne prend pas de civils. Et là, Père Saint-Canon s'est fâché et il a rapatrié des civils et les emmenant en exil, à Trinidad, Tobago, Sainte-Lucie, un peu partout. Et... Donc ça a dû être un choix qu'ils ont fait la mort dans l'âme. Ah oui, bien sûr. J'imagine. Bien sûr. Et après, ils sont revenus. Ces civils qui refusent d'embarquer, c'est des civils qui fuient les troupes de la République. Oui, ils sont rentrés chez eux dans leur foyer. Ils sont rentrés chez eux dans leur foyer. Et puis bon, ils ont fait le dos rond pendant les quelques mois. Je crois que ça a duré une petite année, quoi. Ils ont fait le dos rond. Et Père Saint-Canon, pareil. On voit d'ailleurs, il y a des épisodes où il va dans les assemblées républicaines, là, il est tout étonné, il fait des coups, il répond. Mais bon, ça n'a pas été trop épouvantable, cette période d'installation de la République à la Martinique. Parce que je vous dis, ils ont décapité que 2 personnes, un bandit et un pirate. Et puis après, donc après les Anglais sont revenus. Les Anglais. C'est trop content de pouvoir battre la France. Hein. Non, mais ça j'imagine. Justement, mais ce sont des alliés, mais finalement peu fiables. Oui, mais c'est des alliés objectifs. Quelle est leur stratégie réelle des Anglais dans les Antilles? Ils se sont dit trop contents. On va essayer d'avoir la Martinique. On va essayer de la prendre comme colonie, comme nos autres colonies. Ils avaient fait ça pour Sainte-Lucie, qui avait été française longtemps, pour Saint-Vincent aussi. Et là, la Guadeloupe, c'était fini. La Guadeloupe était complètement... On va en parler sous la tutelle de Victor Hugues, qui en a décapité un certain nombre. Et là, trop content. Alors, trop content. On va aider... un peu comme à Quiberon aussi, vous voyez, trop content de vouloir embêter la République et pouvoir prendre l'île. Et c'est là que personne... Sauf qu'à Quiberon, ça n'a pas fonctionné. Oui, ça n'a pas fonctionné. Mais enfin... et c'est là que Père Saint-Canon joue un rôle intéressant, parce qu'il a pu quand même négocier
que les Anglais viennent l'aider. Ils se sont fait tirer l'oreille. Au début, ils ne voulaient pas venir. Ils ont envoyé la partie de la campagne essayer de faire une bataille contre la République, là, sur la route de Saint-Pierre. On a perdu. Ils se sont dit, oh là là, ils ont perdu, on ne va pas essayer. Et puis finalement, ils sont revenus. Et là, évidemment, siège de Fort-Royal à l'époque, Fort la République à l'époque. Et on a fini, après le siège, à faire tomber tout ça. Mais Persin-Canon a réussi à négocier le protectorat, finalement, des Anglais. Tout en gardant le drapeau blanc. Voilà, c'est ça, alors que le protectorat, donc c'est de mars mi-94 jusqu'à la paix d'Amiens. Jusqu'à 1801, la paix d'Amiens. 1802, donc ça fait 7 ans. Comment la vie s'était organisée? C'était pas bien. Comment la vie s'était organisée pendant cette période? Ils n'ont pas été bien. C'était quoi? C'était une occupation? C'était une occupation, ils étaient très durs. J'ai lu des récits à ce moment-là, ils n'ont pas été très... comme ils faisaient dans leurs îles anglaises avec les Noirs, les plantations, ils ont maintenu, mais sans, ils n'ont pas fait de zèle dans la diplomatie, Bon, 7 ans, c'était pas trop grave. Et heureusement, à la paix d'Amiens, grâce à Joséphine, il faut bien reconnaître, grâce à Joséphine, Napoléon a négocié les îles. Alors, je ne sais pas très bien pour la Guadeloupe, parce que je ne connais pas bien l'histoire de la Guadeloupe. Mais la Guadeloupe, elle était déjà dans la République, donc il n'a pas eu besoin de s'en occuper. Mais la Martinique, c'était la seule qui était restée en dehors aux Anglais. Et là, il a négocié effectivement le retour de la Martinique. Et justement, c'est là où je voudrais ajouter juste petite anecdote. Les historiens sont quelquefois trop contents de taper sur Napoléon, et en disant qu'il avait rétabli l'esclavage. Bon, eh ben pas à la Martinique, je suis désolée, parce qu'il n'a jamais été aboli, l'esclavage à la Martinique. Ce décret... Même pendant les 8 mois où la République s'est installée à la Martinique, il n'était pas question de libérer les esclaves. Pas question du tout. Et donc, après, avec l'occupation anglaise de 7 ans, ils n'ont évidemment pas supprimé l'esclavage. Donc, ce décret de la Révolution, il a fonctionné en Guadeloupe, il a fonctionné en Guyane, mais jamais à la Martinique. Jamais à la Martinique. Donc, Napoléon n'a jamais rétabli l'esclavage sous ordre de Joséphine à la Martinique. C'est une erreur historique. Il n'a pas été restauré parce qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas eu besoin. Il n'a pas été. Elle n'a jamais été abolie. Vous parliez, j'aurais qu'on fasse rapidement une petite comparaison avec la Guadeloupe. Donc Victor Hugues à la Guadeloupe, c'est l'antithèse de ce qui se passe à la Martinique. Alors qu'est-ce qui explique que l'île voisine n'ait pas produit un Persin? Est-ce qu'il y a une différence au niveau des colonisations? Oui. On a toujours tendance en métropole d'assimiler, alors les Antilles, Guadeloupe, Martinique, mais ce sont 2 îles qui sont quand même loin. Il y a la Dominique entre nous. Ça fait quoi? Ça fait 400 km, oui, à peu près, quoi. Mais c'est pas du tout la même histoire. C'est pas du tout la même histoire. On disait, et on a beaucoup dit, pour comparer, il y avait Saint-Domingue. N'oublions pas que la plus grande et la plus belle et la plus riche, c'était Saint-Domingue, actuellement Haïti, où il y a eu la révolution qu'on connaît, qui a été sanglante. Et alors, on disait, une expression très connue à la Martinique, on disait les seigneurs de Saint-Domingue, les messieurs de la Martinique et les gens de la Guadeloupe. Bon, alors déjà, ça fait, c'est pas très gentil, mais déjà, ça fait une hiérarchie dans la colonisation, dans socialement, le genre de colons qui arrivaient. Les grandes familles, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont perdu à Haïti, c'est que c'était des très grandes familles françaises, aristocrates, et qui n'y mettaient jamais les pieds. Ils envoyaient des géreurs, qu'on pourrait appeler maintenant des gestionnaires, enfin, vous voyez, qui géraient leurs propriétés. Mais eux n'y venaient jamais. Ils faisaient que recevoir qui étaient effectivement très riches. Et la Martinique, c'était donc l'aristocratie ou de province, ou des descendants de pirates. Enfin, il y avait un peu de tout. Mais on était sur place. Et à la Guadeloupe, les Blancs, c'était plus de catégorie sociale... disons-le, pas aristocratique, quoi, moins aristocratique. Et même les esclaves ne venaient pas
c'est affreux à dire ce que je vais dire. Hein. C'est pas bien maintenant avec les yeux du 21e siècle qu'on a. Mais même quand les esclaves arrivaient sur les ports de Martinique ou de Guadeloupe, les Martiniquais se servaient en premier des meilleurs, si je puis dire. Vous voyez ce que je veux dire. Et ils laissaient le reste à la Guadeloupe. Donc la Guadeloupe n'a pas du tout la même histoire, ni de la colonisation, ni même de l'origine des esclaves. Alors peut-être que... Par Dugommier, oui, mais enfin Dugommier, il a épousé très très vite les idées révolutionnaires. Il n'y avait pas assez de béquets de la Guadeloupe pour non. Ils ont épousé tout de suite ces idées-là. Victor Hugo était comme un poisson dans l'eau, et c'est pour ça qu'après, pendant tout le 19e siècle, ils ont eu une économie qui était beaucoup moins florissante qu'à la Martinique, les Guadeloupéens. Pendant tout le 19e siècle, il n'y avait plus personne pour faire tourner les distilleries, les sucreries ou les bananes. Il n'y avait plus personne. Et c'est la Martinique qui est revenue début 20e pour relever les plantations. Alors vous parliez Parce que d'abord, ils avaient coupé la tête à beaucoup de gens aussi, il n'y avait plus personne. Oui, c'est ça, il n'y avait plus personne, sauf les pauvres blancs Matignons qui se sont réfugiés. Je demande ces blancs Matignons, qui sont-ils? Alors, c'est une partie des colons de Guadeloupe qui ont fui. À ce moment-là, voyant la guillotine à Pointe-à-Pitre et dans toutes les grandes villes de Guadeloupe, alors ils ont décapité quand même un grand nombre de colons. Ah ben, il y en a qui ont pu fuir quand même. Ils se sont réfugiés au Moule. Le Moule, c'est une autre commune dans le nord alors de Basse-Terre ou de Grande-Terre, je ne sais plus, parce qu'il y a ces deux îles, la Guadeloupe. Ça, je ne sais plus géographiquement. Mais ils se sont réfugiés dans ce qu'on appelle les grands fonds du Moule. Bon, qui était très dans la forêt. Ça ne vend pas du rêve comme nom déjà. Oui, ils étaient dans la forêt tropicale, à se terrer là dans les mornes, c'est-à-dire dans les collines, et pour essayer d'échapper à l'échafaud. Et ils se sont cachés là, mais jusqu'à maintenant, si je peux vous dire. Et donc c'est une population qui... C'est-à-dire qu'ils étaient une poignée. Ils se sont reproduits entre eux. Donc ils se sont évidemment un peu dégénérés, vous voyez ce que je veux dire. Et maintenant... c'est pas très brillant ce qu'il en reste. Ils sont tous blancs, ah oui, ça c'est sûr. Mais alors, la population se moque d'eux un peu. Hein. Ils sont très. Et donc ils sont toujours là. Et alors ils s'appellent Blanc-Matignon parce qu'il y avait une famille de Gouillon-Matignon. Alors la légende dit, parce que. Et d'ailleurs, l'actuel prince de Monaco, enfin, ou même son père, Régnier de Monaco, envoyait régulièrement. De quoi les sustenter, de quoi il faisait son chèque absolument régulièrement parce qu'il s'appelait les Blancs-Matignon, parce qu'on disait qu'il y en avait un dedans qui était un descendant des Gouillon-Matignon, qui règne maintenant à Monaco. Et donc, alors, on s'est dit c'est une légende, c'est pas une légende, mais après, comme ils se sont tous mariés entre eux, ils se sont tous appelés les Blancs-Matignon. Alors... Voilà l'histoire, mais il n'y avait plus effectivement de planteurs pour gérer pendant tout le 19e siècle, pour faire les plantations. Ils sont devenus très pauvres, les Guadeloupéens. Hein. Il n'y avait plus rien presque. Hein. L'économie, je ne sais pas comment elle marchait. C'était pas aussi florissant qu'à la Martinique. À la Martinique, oui. Je voudrais venir maintenant à la façon dont vous avez écrit le livre. Donc vous avez des archives familiales. Ah oui. Vous vous êtes aussi appuyé sur des sources officielles. Ah bah évidemment. J'imagine. Oui, oui. Qu'est-ce que vous ont appris ces archives familiales? C'était quoi? C'était des lettres? C'était des journaux intimes? Les archives familiales, c'était un de mes oncles, Albert de Persin, qui avait tout qui vivait quoi? Albert de Persin, c'est fin 19e. Oui, c'est ça. Début 20e aussi, oui. Et il avait déjà fouillé, alors dans un livre de référence, à la Martinique, il y a des livres de référence d'histoire de la Martinique, c'est le Sidney d'Annay. Oui. C'est Sidney, il y a un nom... Sidney d'Annay de Marcillac. Voilà, Sidney d'Annay de Marcillac, donc il était d'origine anglaise et française en même temps, qui est une référence. Il a écrit ce livre merveilleux, ça date du milieu du 19e siècle, le livre. Hein. Et il raconte tout par le menu. Donc on peut s'y fier. Alors il y avait aussi des livres anciens sur la Martinique et puis une revue qui se passait de main en main à l'époque qui s'appelait Cœur créole, où j'ai eu des petites anecdotes sympathiques. Et puis alors après, et donc je sais que donc mon oncle de Persin s'était beaucoup inspiré du Sidney d'Annay, où il y avait énormément de choses. Il y avait aussi le Dessalles, oui. Pierre Dessalles,
qui a tenu un journal. C'était pas lui, il a tenu un journal, mais en plusieurs tomes, hein, je l'ai à la maison. Ce sont les deux livres de référence, le Sidney Nadet et le Dessal, où on a beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des choses que les archives familiales vous ont apprises qui n'étaient pas dans les sources officielles? Alors, oui, oui, parce que j'ai relu après, évidemment, le Sidney Nadet et le Dessal, mais oui et non. Oui et non, parce qu'Albert de Persin s'était évidemment inspiré de ces deux livres-là aussi. Et puis, oralement, oui. La tradition orale qui compte dans les familles. Qui peut se déformer beaucoup aussi. Qui peut être déformée. Alors, sur les relations entre Persin et Joséphine, ils étaient voisins d'habitation, ils étaient cousins. Par la mère de Joséphine, qui était une des Vergers de Sannois, et par la mère de Persin-Canon, Bidga, et elles étaient cousines, mais ça, tout le monde est cousin à la Martinique, hein. Forcément, c'est comme dans toutes les provinces françaises, tout le monde se marie avec son voisin, voilà. Et donc effectivement, mais même dans le livre, j'ai pris un tout petit peu de liberté forcément, parce que oui, il y a un peu de récit, enfin, c'est un peu romancé. Oui, j'ai voulu le resituer. Voilà, c'est ça, mais dans un environnement plutôt sympathique. Évidemment, j'étais pas là sur la terrasse à prendre le punch avec lui sur sa balancelle. Mais je l'ai imaginé parce que tout le monde fait comme ça, si vous voulez. Je l'ai resitué dans les us et coutumes même de l'époque et même de maintenant, de la vie à la Martinique, parce que elle a pas beaucoup changé Oui, d'us et coutumes, ça a gardé un petit air de vieille France. Donc je suppose qu'effectivement, sa cousine venait le voir en traversant la baie de Fort-de-France avec les enfants. Et ils étaient parfaitement cousins. Et effectivement, on a des lettres de Joséphine qu'elle appelait mon cher petit cousin Canon. Canon. Voilà. Alors justement, Joséphine, elle apparaît dans votre récit là, comme une cousine ordinaire, pieds nus, vous dites, elle est dans née, la savane. Oui. Est-ce que vous pensez qu'elle avait conscience de la gravité de ce qui se passait autour d'elle? C'était un petit oiseau des îles, Joséphine. Elle s'appelait Rose, hein. C'est Napoléon qui l'a surnommée Joséphine, parce qu'elle s'appelait Marie-Joseph Rose. Alors les tachés de la pagerie étaient aux Trois-Îlets, dans leur habitation de la pagerie, qui jouxtait donc celle des Persins, qui était au Mans de Bigot, au-dessus des Anses d'Arlet, mais les Anses d'Arlet, le Trois-Îlets, tout ça, ça s'est collé. Elle a été élevée dans la nature avec ses dats, on appelait ça les dats. Les dats. Les dats. Qui sont les dats? Les dats, ce sont anciennement des esclaves, souvent des enfants naturels qu'on ne laissait plus dans les champs de canne, qui venaient à la maison s'occuper des enfants, comme on pourrait dire les jeunes filles au père ou les gouvernantes. Voilà, alors c'était les dats. Alors il y avait da philo pour Philomène, da machin, alors c'était voilà. Et alors elles élevaient les enfants de la plantation, et puis après, elle a épousé le général de Beauharnais. Est-ce qu'elle s'est rendue compte? Oui, quand même, parce qu'elle était en prison, il ne faut pas oublier, sous Beauharnais, avant... elle a quand même fait de la prison, c'est Barras qui l'a sauvée. On dit qu'il s'est passé des choses avec Barras, ça sûrement, elle s'est laissée aller. Connaissant Barras, c'était pas forcément... Et connaissant Joséphine aussi, il faut reconnaître ce qui est. Quand on est une femme, pour éviter la mort, peut-être qu'on se défend avec les atouts qu'on a. Oui. Non, mais c'est pas sûr que Barras aimait les femmes, surtout. Ah, on dit quand même, hein. Oui. Bon. C'est ce qui se dit. On fera une émission sur Barras. Oui, écoutez, je sais pas. C'est la légende qui dit ça, hein. Évidemment, personne n'a de preuve. Mais bon, alors du coup, elle a été sauvée quand même, je crois, par la chute de Robespierre. Oui, c'est ça, juste avant. Elle a quitté la prison. Est-ce que ça lui a mis du plomb dans la tête? Oui, elle s'est rendue compte quand même, hein. Alors après, elle a voulu absolument avoir de la sécurité, de l'argent, de la sécurité, de l'argent, de la sécurité. Alors après, il y a eu Madame Tallien, sa copine, et puis elle est allée, évidemment, essayer de fréquenter tout ce qu'il y avait d'intéressant à fréquenter à l'époque. Je voudrais passer un autre personnage de votre livre qui s'appelle Aimé Dubuc de Rivry. Ah oui. Alors là, qui connaît un destin assez extraordinaire. Qu'est-ce qui vous a amené à l'inclure dans votre récit au-delà de la simple... parce que j'ai voulu... Racontez-nous son histoire qui vaut quand même... Parce que j'ai voulu... Le détour, il nous reste quelques minutes. Alors, j'ai voulu montrer que la Martinique, comme on dit là-bas, est le centre du monde. Ils sont très contents. On a le charrette de la Martinique, Persin-Canon. Mais on est le centre du monde parce que nous avons 3 reines
ou impératrice. Il ne faut pas oublier, alors tout le monde connaît Joséphine, qui est devenue impératrice des Français, et il ne faut pas oublier Madame de Maintenon, qui était donc l'épouse morganatique à la fin de Louis XIV, oui. qui a passé toute son enfance à la Martinique, avec son père d'Aubigné, qui était un peu un monsieur pas très recommandable, qui a fait de la prison en France, là-bas, qui a voulu monter une plantation à Marie-Galante, à la Guadeloupe, puis qui est revenu à la Martinique. Ils habitent au Prêcheur, au nord de Saint-Pierre, et il y a toujours sa stèle, à Madame de Maintenon. Alors, il y avait la Madame de Maintenon, Joséphine, et Aimée du Buc de Rivry, nommée la sultane validée. Alors, pourquoi l'appelle-t-on comme ça? Alors, Aimée, comme c'était la fille de Pierre du Buc, qui a fait la guerre de Vendée créoles avec Bernard de Persin, et c'était un peu... Pierre du Buc, c'était légendaire, il est dans la baie du Trésor, à la Martinique, au pied de sa propriété, son habitation était dans la baie du Trésor, et donc il avait l'habitude d'aller pirater les bateaux espagnols ou anglais qui passaient, c'était sa grande occupation. Mais à l'époque, on avait envie de faire des études et de parfaire l'éducation des enfants, et comme beaucoup de jeunes à la Martinique, elle est partie en métropole, et puis au retour, elle s'est fait pirater par des barbaresques ou des pirates habituels à cette époque-là dans l'Atlantique. Elle a été vendue, alors elle est arrivée à Alger, le bey d'Alger l'a vendue au sultan de Constantinople, et elle faisait partie, elle était la première favorite, ou je sais pas, enfin bref, elle a donné naissance quand même au sultan suivant, et c'est à sa mort, alors pour les Dubuc à la Martinique, ça a été affreux, parce que eux, ils savaient rien, et donc pour eux, leur fille, c'était terminé, elle avait disparu en mer, et puis terminé, ou alors elle a été vendue. Et on l'a su comment? Et on l'a su à sa mort, et ça, évidemment... Disent les historiens, dit Michel de Grèce qui a écrit son histoire dans La Sultane validée, je crois, sans me tromper. Alors, il a peut-être des sources. Moi, honnêtement, je n'ai que les sources familiales et orales. Il paraît qu'à sa mort, elle a réclamé un prêtre chrétien, catholique, et c'est là qu'elle a révélé toute son histoire, qu'elle était Aimée du Buc de Rivry, et tout son parcours vendu, et la mère du sultan Mohamed II au palais de Topkapi à Constantinople. Et on dit que, grâce à ça, Napoléon a entretenu d'excellents rapports avec les sultans de Constantinople à l'époque, parce qu'évidemment, ça pouvait être par Joséphine... son cousin par la Martinique. Alors, il nous reste l'histoire, moins... c'est une belle histoire, la sultane validée. Et il nous reste moins d'une minute. Donc vous avez écrit ce livre depuis les Trois Îlets, je l'ai dit. Est-ce que la Martinique aujourd'hui, quelle est la mémoire de cette Vendée créole aujourd'hui en Martinique? Il n'y en a pas. C'est pour ça que j'ai écrit le livre. Il n'y en a pas. Alors, il y en a dans les livres que je vous ai cités, puis il y avait un Par exemple, Persin, il n'y a pas de la mémoire de Persin, il n'y a pas de monument, il n'y a rien du tout. Ah non, rien. Ah non, rien. C'est devenu complètement républicain. Moi, je vois quand j'y étais avec tous mes enfants, puisque tous mes enfants sont nés là-bas, donc ils ont été en classe là-bas, ils ont été suivis leur scolarité. Tous les professeurs étaient comme ceux de métropole, quoi. Voire même ignorant de la chose, finalement. Ah, mais oui. Oui, c'est ça. Il passait même par Cuba avant d'arriver à la Martinique, c'est vous dire. Alors, donc, non, personne ne connaissait cette histoire. Et c'est pour ça que ça m'a amusé. C'est une histoire inédite, qui n'est pas du tout totalement, inconnue du grand public, ignorée des manuels scolaires. Et j'ai même été faire une conférence dans une école là-bas. Parce qu'elle était tenue par des amis qui m'ont dit viens faire une conférence sur le livre et puis tu vas expliquer. Les enfants étaient bouche bée, ne connaissaient absolument pas cet épisode. Alors il y a évidemment des gens extrêmement lettrés et cultivés à la Martinique qui connaissaient l'histoire, mais le grand public ne la connaît absolument pas. Non, absolument écoutez, pas. Grâce à vous, Odile de Lacoste-Larreymondi, on va la connaître. Donc c'est la Vendée créole, sous-titrée La Chouannerie en Martinique, avec des préfaces de Philippe Pichot-Bravard et de Rénal Sécher, et c'était sorti chez Via Romana en 2015. Mais bon, le livre est toujours disponible. Bien sûr. Bien évidemment. Bien Merci sûr. infiniment de cet éclairage sur la Martinique. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, réalisée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Alors,
Alors avant de nous quitter, vous n'hésitez pas bien sûr à cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt.